Justement, ce retour un petit peu ce retour pas un petit peu du populisme des deux côtés du spectre politique, est-ce que justement on va le voir comme une sorte de retour vers quelque chose d'ancien? Donc je pense que le populisme ramène cette idée vraiment d'État-nation, etc. Ou est-ce que justement on va le voir plus comme enfin forcément un lien avec une idée ancienne, mais qui a changé, qui a évolué avec justement cette arrivée des réseaux sociaux où l'émotion devient beaucoup plus forte, le partage, etc., devient beaucoup plus facile. Euh, la communication de l'information se fait dans l'instant, se fait vraiment dans l'heure, etc., des informations. Il n'y a plus le moment où il se passe quelque chose, on doit attendre la fin de la semaine pour la lire dans le journal, ou même le soir même pour le voir dans le JT, ça on le voit tout de suite sur Twitter, etc. Donc, est-ce que justement ce retour du populisme, il vient d'un besoin ancien qu'on peut juste repérer, ou est-ce que justement, il vient d'un besoin nouveau qui a été créé par justement toutes les situations actuelles de crise de foi dans les institutions, des réseaux sociaux, etc. Je pense que bon, le populisme, il n'arrive pas par hasard. Si s'est déployé d'une manière aussi frappante actuellement, c'est qu'il y a des causes qui sont des causes conjoncturelles. En même temps, il y a des causes conjoncturelles qui sont liées aux évolutions dont vous parlez, notamment effectivement le développement des réseaux sociaux, notamment je dirais une sorte de crise d'incarnation. C'est un moment où effectivement on ne sait plus très bien, Hmm. j'allais dire à quel sein se vouer, et on ne sait plus dans quelle dimension on est. Donc on a tendance effectivement à rechercher au fond une forme d'incarnation qui serait Hmm. susceptible d'être justement suffisamment immédiate et en même temps suffisamment distancié parce que quelque chose qui plane au-dessus de nous, qui nous, qui nous protège en quelque sorte, qui nous protège tout en étant assez familière puisqu'elle peut s'exprimer en permanence par tous ces véhicules de communication. Donc je pense que ça, c'est lié à la période actuelle. Je pense qu'en plus, j'ai l'impression que populisme, c'est un peu une expression, comment dirais-je, qui est un peu attrape-tout. C'est-à-dire que est-ce que c'est la construction d'un peuple, enfin il y a toutes sortes de discussions autour de ça, de cette idée de peuple, etc. Ou est-ce que c'est plutôt une formule d'exercice du pouvoir qui, au fond, s'autorise d'une notion de peuple, mais que ce peuple, au fond, il est simplement le corrélat de la façon d'exercer ce pouvoir. Donc, au fond, un peuple qui est sous autorité, un peuple qui est donc une manipulation au fond de la notion de Hmm. la notion de peuple. Enfin moi je suis assez, je pense que là encore les sciences politiques sont un peu décevantes dans la mesure où à force de tout mettre sous label populiste, finalement on adhère à une certaine image dont ensuite on critique ceux qui sont les tenants et les interprètes de ce populisme. Hmm. Mais en même temps, on n'a pas arrêté de le faire monter en disant, voilà, on est dans un populisme et tout. Non, je pense que derrière ce populisme, il y a effectivement des modes de fonctionnement et des modes de représentation qui sont très liés à une évolution rapide, qui est une évolution très rapide, mais qui en même temps, et je crois que c'est ça que vous évoquiez, c'est l'idée que c'est quelque chose qui n'est pas nouveau en même temps. C'est pas nouveau, je veux dire, l'idée de, si vous voulez, à la fois d'être dans une forme d'immédiateté avec le Hmm. pouvoir et en même temps d'exiger du pouvoir qu'il incarne et qu'il ait une distance et encore une fois une façon de chapeauter au fond tout le collectif. Ça, c'est des choses qu'on a vues dans des sociétés aussi très très différentes. Je veux dire, dans des empires, on retrouve vraiment des phénomènes qui au fond sont là aussi assez universels. Moi, je pense, et d'un point de vue Hmm. d'anthropologue politique, c'est assez typique au fond de, comment dirais-je, de remaniement, de réinterprétation de formules qui étaient existantes bien avant et qui ont pu prendre comment dirais-je, qui ont pu revêtir différents aspects dans des royautés, dans des empires, etc. Et justement, quelles vont être la place des émotions? Enfin, comment est-ce qu'elles vont être utilisées, que ce soit dans des médias plus classiques ou sur les réseaux sociaux, par soit du coup les structures médiatiques, soit par les acteurs politiques, peu importe le niveau à laquelle ils se situent dans le parti, soit par les partisans, enfin les personnes qui soutiennent leur parti. Quelle va être la place de l'émotion dedans et comment est-ce qu'elle va être utilisée pour convaincre, opposer et c'est ça, diviser
que ce soit entre les partis ou à l'inverse, dans son parti, comment elle va être utilisée pour réunir. Si vous voulez, les émotions, c'est quelque chose qui, c'est-à-dire, les émotions, on en a toujours eu. C'est pas non plus quelque chose de très nouveau. Et je dirais, il y a toujours une sorte de sentimentalité autour de la politique, autour de. Mm. Donc, à mon avis, ce qui est frappant, c'est que avec, notamment avec les réseaux sociaux, il y a comment dirais-je, une réverbération des choses qui n'est pas la même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où n'importe qui peut écrire tout d'un coup, peut décrire quelque chose qui lui arrive de manière violente et peut surtout Mm. l'incarner sur les écrans et tout, à ce moment-là, ça a tout de suite des implications. Le fait qu'on puisse immédiatement recevoir on a 1 million de vues sur telle Mm. réaction qu'on a pu avoir sur un événement qui se passe dans la rue près de chez soi, etc. Ça, oui, ça c'est nouveau. C'est-à-dire que ça, immédiatement, ça a un impact. Ça a un impact sur le collectif et par là même, ça a un impact sur le pouvoir. Et à ce moment-là, le pouvoir, il doit sans arrêt jouer avec ça. Il doit à la fois euh, le, enfin, il doit à la fois, disons, l'utiliser, mais en même temps, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. C'est-à-dire que ça peut remettre en question euh, une telle ou telle position de leader donc les partis politiques et tout sont un peu les otages de cette façon Mm. de vivre collectivement des émotions à partir de cas très individuels. Moi, ça m'a paru assez frappant dans ces dernières années. Donc, faire Mm. avec. Et puis ensuite, ça pose le problème des médias, ce qu'on voit aujourd'hui avec tous ces médias qui prennent une place considérable et qui défendent en fait un type de populisme justement en permanence. Et donc tout ça se greffe et tout ça crée là aussi une atmosphère fait que les partis politiques, l'idée de partis politiques qui soient complètement à l'écart ou alors des gens qui sont enfermés dans les palais de la République et ça peut pas fonctionner. Aujourd'hui, ça ne peut plus fonctionner de Mm. cette manière-là. Bon, il y a encore des sénateurs, il y a encore des choses qui sont un petit peu anachroniques, mais en même Mm. temps, même ces gens-là sont obligés un peu de s'adapter. Et est-ce que justement tout ça, on vient à créer des nouveaux mythes ou des nouveaux narratifs, ou est-ce que justement on fait rappel à des anciens narratifs que l'on va juste adapter et qu'on va servir de leur force pour aujourd'hui les remettre dans les médias et bah, juste bombarder avec, enfin s'en servir pour rappeler et créer une cohésion au sein du parti. Je pense que l'idée, mais ça fait des années qu'on nous parle de ces fameux narratifs, de ces Mm. récits et tout ça. Mais ça, c'est des choses je dirais, c'est les professionnels de la communication qui gagnent leur vie enfin, je veux dire, il y a une conjonction assez bizarre. Moi, j'ai travaillé quand même très proche d'hommes ou de femmes politiques euh, en France ou au niveau européen. Et j'ai été assez frappé par cette espèce d'endogamie entre les communicants et les personnalités politiques qui cherchent un peu leur salut dans des formes de communication où justement ils arriveraient à imposer un certain récit autour d'eux et à créer autour d'eux justement un consensus et à attirer, à être attractifs grâce à ces récits. Mais en même temps, on s'aperçoit que tout ça, c'est un peu, comme on dit, de la com, c'est-à-dire la plupart du temps, ça ne fonctionne pas du tout. On avait créé un certain type de leader à l'époque de Giscard, où on avait essayé de renouveler un petit peu le profil des personnalités de pouvoir pour en faire des jeunes modernes, etc. Et puis on voit bien comment maintenant, on a un vieux aux États-Unis qui a quasiment 80 ans et ça marche très Mm. bien. Je veux dire, les récits et les narratifs, là j'en ai jusque là, je veux même plus entendre cette expression parce que Mm. je crois que c'est une façon de vendre sa soupe qui rapporte surtout aux communicants, mais qui aux politiques. Je crois pas que ça change les choses. Je crois que justement, Mm. là, il y a une déperdition dans les métiers de communication spécialisés et ils essayent, à mon sens, hein, ils essayent de se maintenir alors qu'on est dans une société où justement on est dans les réseaux sociaux et où n'importe qui peut faire de la com. Et moi, je trouve ça finalement très bien. Je veux dire, je trouve qu'il Mm. y en a marre de cette espèce
de connivence permanente entre les politiques et leurs éléments de langage, enfin, tout ce qui est devenu presque caricatural. Vous disiez un moment, effectivement, qu'on était un peu, parfois, un peu aussi dans cette espèce de caricature de ces gens qui sont là et qui, bon,